Ça y est? Ça y est, ça y est, on part. Bonjour, bonjour, grande salle. Merci d'être parmi nous. Bienvenue. Un grand honneur que vous partagez avec nous une partie de votre après-midi. Bienvenue à cette session, à cette conférence intitulée Créer des apprenants, des entreprises apprenantes, les principes de Peter Senge pour une transformation organisationnelle. Je me présente. Introduction rapide. Mathieu Etu, directeur du centre de formation chez Pixis, formation agile en passant. J'ai 20 ans d'expérience dans le développement de logiciels, dans l'industrie du développement de logiciels. J'étais Scrum Master, programmeur, architecte et dernièrement plus gestionnaire de département de développement de logiciels. Je suis accompagné de ma collègue Muriel. Bonjour à tous et à tous. Alors, Muriel Sonsdagut, je suis directrice talent et culture chez Pixis Technologies, CRHA, certifiée également Agile RH. Et je suis dans le domaine des RH et de la gestion depuis quelques années. Et je suis aussi formatrice donc chez Doceo, qui est le département dont Mathieu est le directeur. Alors, je vais le laisser commencer. Vous savez, la réflexion, les femmes et les enfants d'abord, aujourd'hui, ce n'est pas vrai du tout. Je le lance dans l'arène. Donc, Mathieu, bon début de présentation. Merci Tout à l'heure. Muriel, merci. Commençons tout de suite. Vous avez peut-être écouté Jean-René qui a parlé tantôt. J'ai aimé sa citation qui a parlé c'est toujours un problème humain. Mais on va parler de l'humain aujourd'hui. L'humain au cœur de l'agilité, c'est quelque chose qu'on croit beaucoup chez Pixis. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie des formations qu'on offre. Et quand on a proposé cette année une conférence, Muriel et moi, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait être un complément. Les gens les gestionnaires, les coachs, les Scrum Masters qui ont une base d'agilité, qu'est-ce qu'on pourrait parler qui serait un complément intéressant, quelque chose qu'on pourrait rajouter dans notre boîte à outils. On a pensé au concept des organisations apprenantes de Peter Senge. Je saute donc tout de suite à qui est Peter Senge. Aujourd'hui, on va rentrer dans l'univers de cet homme, Peter Senge. Personne qui émérite, professeur au MIT, chercheur émérite. Il a rencontré plein d'entreprises, plein de dirigeants, plein de leaders. Et en fait, sa spécialité, c'est le développement des capacités adaptatives des entreprises. Donc, comment les entreprises se transforment ou ne se transforment pas, puis c'est quoi les capacités nécessaires pour être capable de se transformer. Qu'est-ce qui l'a mis sur la map ou qu'est-ce qui l'a propulsé devant le public? C'est la publication, écoutez bien, en 1990, on parle de 11 ans avant le Manifeste Agile, d'un livre qui s'appelle The Fifth Discipline, la cinquième discipline. Ce livre a causé une petite révolution. On enseigne maintenant dans plus d'une cinquantaine d'universités ce matériel encore à ce jour. Passé quelques années, la publication de ce livre, le Journal of Business Strategy l'a nommé stratège du siècle, rien de moins, le plaçant parmi les 24 personnes ayant le plus impacté en fait le monde de l'organisation du travail. Le livre, le Fifth Discipline, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et en fait, Review, c'est une connexion bas, peut-être? On continue, je vais parler plus fort s'il manque de micro. Le HBR a mis ce livre parmi la liste des plus importants livres de gestion des 75 dernières années. Encore une fois, rien de moins. Avant de commencer, peut-être que je vais avoir des petites déceptions ici. Je veux déconstruire certaines idées perçues. Les gens qui se sont inscrits ici ont vu peut-être organisation apprenante. Je suis intéressé sur comment on fait des formations ou un inventaire de compétences dans les entreprises. Une organisation apprenante, ça n'a pas de lien avec les formations des gens. Donc, les gens qui sont en formation continuellement, ça n'a pas un lien avec l'organisation apprenante. C'est un autre type d'apprendre qu'on va parler aujourd'hui. Deuxième déconstruction. Une organisation apprenante, ça n'a pas nécessairement un lien avec on fait des rétrospectives, on fait des post-mortem, on essaie d'apprendre de nos expériences. C'est des bonnes pratiques, mais encore une fois, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé. Le concept d'organisation apprenante, et encore une fois, je reviens, l'humain est bien important dans ce concept. OK?
c'est pas ce que je viens de parler, mais c'est quoi? D'abord, une organisation apprenante. Peter Senge le décrit ainsi, une organisation où les individus améliorent continuellement leur capacité à créer les résultats qu'ils désirent. OK. Il en est venu en fait à cette conclusion que le seul avantage durable des entreprises, c'est d'apprendre plus vite que ses concurrents. Apprendre plus vite. Il documente en fait dans son livre, sur plusieurs pages, les lacunes de la gestion traditionnelle actuelle. Et en fait, il s'est rendu compte que ça l'a très mal évolué avec le temps parce que les entreprises sont rendues à un autre niveau et la gestion, les structures hiérarchiques, les modèles de contrôle stricts n'ont pas évolué aussi rapidement que les organisations et leurs besoins. En fait, présentement, la gestion traditionnelle n'est pas une source pour l'innovation et l'adaptabilité. En fait, Peter Senge se pose la question fondamentale, pourquoi certaines entreprises ont du mal à apprendre, du mal à s'adapter. Il en a identifié plusieurs symptômes. Je vais essayer de vous en partager certains. Je ne les ai pas tous mis. Certains symptômes qui font que, selon lui, les entreprises ont de la misère à apprendre à cause de ça. Il y en a des très intéressantes, mais même des surprenantes. Je suis mon poste. Les gens ont tendance à s'identifier eux-mêmes, en fait, strictement que par leur rôle ou par la fonction. Je suis un développeur, je suis un designer, je suis un comptable. Donc, ça crée des œillères au niveau des entreprises, puis on ne voit pas au-delà de nos responsabilités. Et en fait, on ne comprend pas la mission de l'entreprise parce qu'on se focus sur les responsabilités et nos attentes personnelles. On a tendance aussi à attribuer les problèmes de l'entreprise à des facteurs externes et on ne reconnaît pas en fait notre rôle personnel dans les problèmes de l'entreprise. Donc, c'est vraiment the enemy is out there. Il se passe quelque chose de mauvais ou quelque chose qu'il faut réagir, on veut être proactif. La proactivité est mal perçue dans les entreprises. La proactivité, c'est souvent perçu comme il faut agir, il faut être dynamique, il faut être énergique et ce n'est pas reconnu comme une pratique de réflexion ou d'analyse. Être proactif, c'est souvent perçu qu'il faut agir rapidement, donc on cherche des solutions rapides et souvent temporaires, très souvent superficielles. Le mythe de l'équipe de direction. Direction, mais c'est le mot équipe. Les gens qui sont supposés travailler ensemble dans une entreprise au niveau de la direction sont supposés travailler ensemble sur le bien collectif, mais trop souvent, malheureusement, ils ont des objectifs divergents, personnels, ce qui fait qu'on n'a pas tendance à vouloir travailler ou à prendre des décisions sur les intérêts globaux. Ça crée souvent aussi des jeux politiques internes. La fameuse parabole de la grenouille ébouillantée, les entreprises n'ont pas souvent la capacité de voir le problème s'il se développe lentement. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse parabole, pas besoin de l'expliquer ici. Donc, on réagit aux menaces qui sont immédiates, mais on voit rarement ce qui est en train de se développer de manière lente. Finalement, les entreprises ont aussi tendance à focuser sur des incidents isolés et à tenter de régler ce problème-là et non pas à essayer de voir de manière plus globale, de voir s'il y a des tendances ou des dynamiques plus globales d'une entreprise. À main levée, j'aimerais ça tester ici les gens qui ont déjà travaillé dans une entreprise ou qui ont été témoins que leur entreprise dans le passé souffrait de, mettons, 3 de ces 6 handicaps-là. Hey, aïe, aïe. Quand je pratiquais avec Muriel, je dis peut-être qu'il va en avoir la moitié. On dirait que c'est la moitié de tout le monde qui élève ça. Ce qui est fascinant, puis j'en parlais avec un collègue ici, Pavel, il n'y a pas longtemps, ce livre-là a été publié en 1990, donc c'est des études et des observations des années 80, on parle de 33, 35, 40 ans, et encore une fois, les problèmes sont encore présents. Comme dirait Jean-René, c'est toujours un problème humain. Donc, comment on arrive à se défaire de ces problèmes-là et d'essayer d'être une entreprise qui apprend et qui s'adapte? C'est ici qu'entre en jeu, en fait, le fameux concept d'organisation apprenante de Peter Senge. Une organisation apprenante, selon lui, c'est une organisation qui pratique continuellement 5 disciplines. Ces disciplines, vous allez les voir, on va vous les présenter, on va en parler.
C'est des disciplines, on ne parle pas de processus, on ne parle pas trop de technique, mais on parle vraiment d'état d'esprit, de manière d'aborder nos actions, nos comportements. Donc, je vous les présente, la vision partagée, la maîtrise personnelle, l'apprentissage en équipe et les modèles mentaux. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai parlé de 5 disciplines. Il y en a 4, Mathieu écrit là. Je vous ai caché la 5e discipline, en fait, la fameuse 5th discipline que Peter Senge parle, qui a donné le titre à son livre et à son œuvre. Je vous reviens tard sur quelle est la 5e discipline. Présentement, on va plonger dans les 4 disciplines. Et en fait, l'idée un peu, c'est qu'on n'a pas le temps de vous parler en détail de tout ça, parce que c'est assez complexe, mais c'est surtout d'instiguer peut-être une petite flamme d'intérêt à plonger puis à voir si ça pourrait vous aider. Puis un jour, peut-être, vous allez devenir des instigateurs d'organisations apprenantes, ou ça peut peut-être vous donner aussi des outils en tant que coach, en tant que gestionnaire, en tant que personne qui veut aider une organisation. Donc, je laisse ma collègue Muriel vous présenter les premières disciplines de ce concept, en fait, des organisations apprenantes. Merci Mathieu. Donc, rebonjour tout le monde. Petite parenthèse, c'est la première fois que je redonne une conférence en présentiel depuis la pandémie. J'avoue que j'étais à 2 cheveux de vous envoyer à tous un lien Zoom. Mais je vais quand même me lancer. C'est parti. Merci. Donc, première discipline, la maîtrise personnelle. Lorsque j'ai lu ces mots pour la première fois dans un livre qui parle d'une organisation apprenante, j'ai tout de suite assimilé le mot personnel à individuel. Je suis une RH, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, tout de suite, je me suis dit, ben oui, développer les gens individuellement pour qu'ils soient plus en maîtrise de leur rôle, plus en maîtrise de leurs responsabilités, ben, ça faisait énormément de sens pour moi. Dans les faits, j'étais un petit peu dans le champ et je vois que, ah oui, ça se lit quand même mieux ici. Voici la définition de Peter Senge pour la maîtrise personnelle. En fait, c'est une discipline à adopter qui permet de continuellement clarifier et approfondir notre vision personnelle, de se concentrer sur nos énergies, de développer de la patience et de voir la réalité avec le plus d'objectivité possible. Donc, on n'est plus du tout dans les beaux plans de formation dont parlait Mathieu tout à l'heure, mais vraiment dans une organisation qui va accompagner les individus à atteindre leurs aspirations et à atteindre leur vision personnelle. Là, vous allez me dire, oui, mais Muriel, c'est quoi le rapport avec une organisation apprenante? Je me suis moi-même posé la question, il a fallu que je lise un petit peu plus loin. Et dans les faits, c'est parce que Peter Senge est persuadé et formellement convaincu que les personnes qui ont une forte tendance à se développer personnellement, donc à chercher à apprendre continuellement, à se mettre en action, à être curieux, vont être des gens qui vont avoir une forte capacité à produire les résultats souhaités et vont donc être le terreau d'une entreprise émergente d'organisation apprenante. Pour ça, 2 éléments importants. Le premier, c'est de clarifier ce qui est important pour nous. On passe souvent beaucoup de temps à réagir à des événements de nos vies, à gérer des situations complexes, que ce soit sur notre chemin de vie personnel ou notre chemin de vie professionnel, et on ne se pose plus toujours la question de qu'est-ce qui fait qu'on est sur ce chemin aujourd'hui. Deuxième élément, essayer de voir la réalité avec le plus de clarté possible. Et là, on connaît tous quelqu'un qui va rester dans une situation inextricable sous prétexte que cette personne va prétendre que tout va bien. Et Peter Senge nous explique que la juxtaposition entre la réalité, donc où nous sommes actuellement, et la vision personnelle, ce qui est important pour nous, ce que l'on cherche à atteindre, va créer ce qu'il appelle la tension créative. Et cette tension créative elle-même va créer un besoin de résolution, donc de rapprocher notre réalité de notre vision personnelle. Et l'essence même de la maîtrise personnelle, c'est la capacité non seulement à générer cette tension créative, mais également à la soutenir. Donc, dans ce contexte, apprendre ne veut pas dire acquérir plus d'informations, mais d'expandre notre capacité à gérer cette tension et à produire les résultats souhaités. Or, transformer notre réalité, on s'entend, ça prend du temps. Et plus le gap entre notre réalité et notre vision personnelle va être important, plus ça peut amener à des émotions négatives, à de la frustration, à du découragement qui peut également nous amener à chercher à diminuer notre vision personnelle pour en avoir une beaucoup plus atteignable. Et si, par-dessus,
on ajoute un sentiment d'impuissance. Je ne serai jamais capable d'atteindre ma vision personnelle. Ou le fait qu'on ne se sent même pas digne d'atteindre cette vision personnelle. À notre tension créative va s'ajouter un autre élastique qui, lui, va nous tirer complètement en sens inverse et qui s'appelle la tension émotionnelle. Alors, bien entendu, on ne peut pas obliger les gens à se développer personnellement dans les entreprises. Maintenant, les organisations peuvent mettre en place toutes les conditions pour renforcer l'idée que la maîtrise personnelle est valorisée, que c'est une discipline qui est pratiquée, que les individus sont en sécurité de chercher à atteindre leur vision personnelle, qu'ils sont en sécurité de la partager, en sécurité même de chercher à comprendre quelles sont les causes qui peuvent sous-tendre certaines structures plus complexes, plus conflictuelles, ce que Peter Senge appelle « the commitment to the truth ». Or, pour pouvoir créer un environnement où les individus vont être des grands contributeurs et donc des agents de changement autant dans leur vie que dans les organisations, il faut minimalement 3 conditions: du temps, de l'argent, de l'investissement personnel des individus, mais également de l'engagement de l'entreprise à mettre en place cet environnement. On va repartir dans les éléments clés rapidement. Et les freins organisationnels, éléments clés, on a bien compris. Donc, apprendre ne veut pas dire essayer de développer plus de compétences techniques et professionnelles de nos collègues et des individus. Et que les entreprises doivent mettre tout ce qu'il faut en place pour participer à l'atteinte de la vision personnelle de ces gens-là. Les freins organisationnels, on en a parlé tout à l'heure avec I am my position, j'ai fait comme un franglais. Le grand focus sur le rôle et les responsabilités. En fait, les organisations ne sont pas contre la vertu. Bien entendu que les présidents, les gestionnaires sont pour le fait que les gens se développent personnellement. Mais tu fais ça sur ton temps personnel, à la maison, quand tu as du temps. Ici, au travail, mais on te paye pour travailler, pour livrer, pour être productif. Ça, c'est un grand frein. Et la crainte d'un désalignement. Et c'est une crainte qui est très valide. Peter Senge explique que si jamais les gens finissent par développer une vision personnelle qui n'est plus alignée avec la vision de l'entreprise, les risques de départ sont importants. Deuxième discipline, les modèles mentaux. J'imagine que plusieurs personnes ont déjà entendu parler des fameux modèles mentaux. Et Peter Senge en donne la définition suivante. Les modèles mentaux sont les croyances, les hypothèses et les perspectives qui influencent notre façon de percevoir et de réagir au monde. Ces modèles mentaux peuvent être conscients ou inconscients, et ils ont un impact significatif sur notre façon de penser, de prendre des décisions et d'agir. Et donc, la remise en question des modèles mentaux pour Senge permet une collaboration plus active, une réflexion ouverte qui va permettre d'être beaucoup plus réactif aux défis puis aux nouvelles idées. Je vais vous donner un premier exemple, mais je vous mets en contexte. Imaginez que vous assistez à une réunion de comité exécutif. C'est le président qui fait sa présentation. Et pour la première fois, vous avez un collègue de travail qui est un directeur de département et il est tout nouveau. Il vient d'arriver, ça fait 1 semaine. C'est sa première réunion. Coïncidence, il s'assied à côté de vous et vous observez cette scène-là. Alors, à main levée, qui va peut-être avoir comme ça, juste basé sur ce que vous observez, une pensée un petit peu sévère pour cette personne? Moi, je commence. Juste ça? Est-ce que je leur ai dit que je lisais très bien le non-verbal? Pas encore, hein? Je pense qu'ils ont vu qu'il dessinait. Oui. En fait, vous aviez bien compris qu'il dessinait. Je pense qu'ils ont des très bons yeux aussi, mais merci de le préciser. Donc, oui, évidemment, on va avoir tendance à juger cette personne-là. Moi, la première, bien honnêtement. En plus, c'est du vécu, je l'ai déjà réellement vécu. Donc, c'est, pour quelqu'un qui vient d'arriver, prêt à concentrer, le petit nouveau. Franchement, ça la fout bien. Pour un directeur de département en plus, pas très intéressé à ce qui se passe. Sachez qu'il y a des personnes pour qui le besoin de concentration, pour qui le besoin d'être en écoute active et d'absorber de l'information, surtout orale, passe par le fait de dessiner et de faire ce qu'on appelle des nonogrammes. Ça change un petit peu la perspective, hein, et on va y revenir tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si essentiel de remettre en question nos modèles mentaux? Première raison, parce que les modèles mentaux vont influencer notre perception de la réalité. Et ça, c'est un concept qui remonte d'ailleurs bien avant Jésus-Christ, parce que Platon en faisait déjà mention dans son allégorie de la caverne, que certains ont peut-être reconnu. Et Senge nous explique que s'il y a deux personnes avec des modèles mentaux différents,
qui assistent à une même scène, ils vont la décrire différemment parce qu'ils se seront arrêtés sur des détails différents. Il n'y a qu'à voir les scènes de crime. Mettez 5 témoins d'une scène de crime, les chances que les témoignages se recoupent à 100% une fois arrivés au poste sont relativement minces. On s'entend là-dessus. Deuxième raison, la prise de décision, ça influence notre prise d'action et de décision, et on va voir un petit peu plus tard pourquoi. Quand on parle des modèles mentaux, Peter Senge fait également la comparaison entre la théorie professée, ce que l'on dit faire, ce que l'on dit croire, et la théorie appliquée, ce que les individus vont faire exactement, vont croire, en fait, comment ils vont agir au quotidien. Un très bon exemple que vous avez peut-être observé ou peut-être malheureusement vécu, j'espère pas pour vous, mais combien d'organisations vont mettre sur leur site web une très belle page carrière, belle expérience employée, des grandes valeurs mises en avant-plan, l'humain au cœur de nos opérations. Et une fois dans l'entreprise, c'est plus tout à fait ce qui est vécu. Je vois des regards qui font Et donc, remettre nos modèles mentaux en question, c'est aussi avoir la capacité d'identifier quel est le gap entre nos théories professées et appliquées. Et pourquoi c'est si difficile de remettre en question nos modèles mentaux? C'est parce qu'ils sont tacites, ils sont en deçà de la conscience. Donc, ils sont sous-estimés et à peu près jamais remis en question, et encore moins dans les organisations. Un des processus de modèles mentaux est ce qu'on appelle l'échelle d'inférence. Et ça illustre comment on va construire des croyances à partir de faits observables, d'informations que l'on voit, et auxquelles on va donner un sens, qui vont construire des présuppositions ou carrément des suppositions et qui vont influencer notre façon d'agir et de se comporter et de décider. Et dans son livre, Senge nous donne l'exemple d'un employé qui se plaint que son gestionnaire lui demande toujours de mettre en place des projets. Il faut que ça soit fait rapidement, il faut que ça soit fait pour hier, sans lui donner tout le temps d'aller s'assurer qu'il a couvert tous les angles morts, qu'il a pu valider tous les risques associés à la mise en place du projet et surtout de façon rapide. Et là, son échelle va commencer. Et il va commencer à observer les fois où son supérieur va lui demander d'enlever dans un projet, quitte à occulter les moments où il ne le fera pas. Et là, l'échelle va continuer. Mon supérieur croit seulement en des solutions rapides. Et là, on arrive dans une conviction. En fait, mon supérieur est impatient. Et je vais donc me mettre à faire des efforts pour toujours lui trouver des quick fixes, quand bien même je sais que ce n'est pas la solution de ce qu'il cherche à résoudre. Et si je vous remets dans le contexte du petit exemple que je vous ai trouvé tout à l'heure, c'est sûr qu'à la prochaine réunion du fameux nouveau collègue qui vient d'arriver, probablement que la plupart d'entre vous vont regarder s'il va se remettre à dessiner, sans même se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle il dessine? Est-ce que c'est un besoin pour répondre à quelque chose? Et les chances que la manière dont vous allez percevoir cette personne et agir envers elle va être fortement impactée. Donc, pour pouvoir remettre en question nos modèles mentaux, 2 compétences essentielles. La première, c'est la capacité de réflexion. Donc, ralentir notre processus de pensée pour essayer d'être plus conscient sur comment il se forme. La deuxième, c'est la capacité d'enquêter. Essayer de voir, de mettre en lumière comment est-ce qu'on opère en interaction avec les autres et surtout dans des situations qui vont être plus conflictuelles avec les gens. Mais pour ça, il faut avoir le courage de mettre à nu nos théories professées versus appliquées et de reconnaître nos réflexes de sauter rapidement de nos assumptions à des généralisations. Les éléments clés, les modèles mentaux influencent notre perception et nos actions, et de les remettre en question non seulement nous permet d'élargir nos perspectives, mais également une plus grande collaboration et une réactivité accrue. Dans les freins organisationnels, on l'a dit, ils sont souvent inconscients, ils sont tacites, donc rarement remis en question. C'est un très, très grand frein. Et le deuxième, c'est les idées sur la manière dont le mode fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de la petite phrase au début de la présentation sur les modèles mentaux qui disait « Pourquoi les meilleures idées échouent ?» C'est tout simplement parce qu'elles vont entrer en conflit avec des images que l'on a profondément ancrées sur comment le monde et le monde du travail doivent fonctionner, ce qui va nous limiter à des modes familiers de penser et d'agir. On arrive à la 3e discipline, ça va, je ne vous ai pas essoufflé encore, qui est l'apprentissage en équipe. Donc,
Peter Senge nous en donne la définition suivante. L'apprentissage en équipe est le processus d'alignement et de développement de la capacité d'une équipe à créer les résultats que ses membres désirent vraiment. Donc, ce qui nous explique, c'est que collectivement, on a la capacité d'être plus éclairé, plus intelligent qu'individuellement. Que collectivement, normalement, notre QI devrait être plus important que le QI individuel. Et ce que l'on observe et que vous avez dû observer, ce n'est pas parce que les équipes sont composées de personnes extrêmement compétentes, talentueuses, avec différents types d'apprentissage et même différents types d'intelligence, que cette même équipe va être capable d'apprendre ensemble collectivement. Et une des raisons, c'est parce qu'il y a des forces très très puissantes qui vont tendre à rendre l'intelligence collective beaucoup moins productive que l'intelligence individuelle. Et pour la plupart de ces forces, ce sont les individus qui en ont le contrôle. Alors, sans grande surprise, évidemment, on a parlé des modèles mentaux, c'est une force très très importante, mais également la difficulté à maîtriser l'art de passer du dialogue à la discussion et inversement. Donc on a deux mots pour lesquels on fait rarement cette distinction-là. Le mot dialogue vient du mot grec dialogos, dia, qui passe au travers, logos, la parole. Donc, dans le dialogue, ce que l'on fait, c'est qu'on va suspendre nos assumptions pour essayer d'aller explorer le point de vue de l'autre, essayer de chercher à comprendre les éléments qui vont nous éclairer sur une situation et qui vont peut-être nous amener à voir notre propre point de vue sous un autre angle. Donc, dans le dialogue, on ne cherche pas à arriver à une entente, mais à prendre conscience de la complexité de certaines problématiques à travers la vision de l'autre. Alors que le mot « discussion » vient du mot « discuter », du verbe « discuter », pardon, qui est emprunté au latin « discutere », qui veut dire « fendre en frappant », faire voler en éclats, briser. Ah, c'est brutal, hein? Oui, je suis assez d'accord avec vous. Et en fait, dans les discussions, bien sûr, on va présenter nos opinions, on va présenter nos points de vue, mais on va surtout chercher à défendre nos opinions. Et c'est sûr que les deux vont mener à la prise de décision. Mais les actions immédiates vont être le focus de la discussion, alors que les nouvelles idées qui vont amener peut-être à des actions auxquelles on n'aurait pas pensé vont être le fruit du dialogue. Et la plupart des entreprises ont beaucoup de difficultés à faire la distinction des deux. Et pour pouvoir maîtriser l'art de passer du dialogue à la discussion et inversement, il faut deux conditions. La première, c'est de travailler sur les forces qui vont empêcher le dialogue et la discussion d'être productifs. Une de ces forces sont nos mécanismes de défense. Puis là, je vais faire une petite parenthèse. En passant, ils sont très sains. Les mécanismes de défense sont là pour protéger notre intégrité, protéger notre besoin de vélocité, notre besoin de conformité, notre estime de soi. Cela dit, il nous empêche d'apprendre. Et ce qui va amener que la plupart des gens ne vont pas oser en entreprise à partager une idée, à partager un point de vue, à lever la main pour dire qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que les gens vont se mettre en danger de se faire dire qu'ils sont à côté de la plaque, que ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. En fait, ils sont en danger de se tromper. Et ça remonte à très loin dans notre enfance. Et là, je vais vous demander de participer. Si je vous ramène à l'école, qu'est-ce qu'on apprend à l'école à ne pas faire? Alors, je répète la question, qu'est-ce qu'on apprend à l'école à ne pas faire? Pardon? Avoir tort? Oui puis non. Je ne suis pas certaine qu'on apprend à ne pas avoir tort. Ben, oui, en fait, ce n'est pas loin de la réponse que je cherche. Oui? Parler sans lever la main, ça c'est aussi l'éducation des parents en passant, pas juste l'école. Pavel, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'on apprend à l'école à ne pas faire? Merci, des erreurs, il y en a qui ont pris leur café. En effet, ce qu'on apprend à ne pas faire à l'école, c'est des erreurs. On fait une faute d'orthographe dans une dictée, clac, un point en moins. On a une bonne démarche mathématique, mais oups, un petit TDA par-ci par-là, on a inversé les deux chiffres dans le résultat, 0 pour l'exercice. C'est très brutal, hein, dans le fond, l'école aussi. Ouais. Et donc, c'est un comportement que l'on va reproduire dans les organisations parce que depuis tout jeune, on est drillé au fait que les erreurs sont sanctionnées et que la performance est récompensée. Et donc, pour contourner ces mécanismes de défense, ce n'est pas vous que je vais tenter de convaincre, ça prend plusieurs conditions, dont
la sécurité psychologique, qui est une condition essentielle. Deuxième condition pour arriver à maîtriser l'art du dialogue et de la discussion, c'est la pratique. Je vous repose la question, je vais encore vous faire participer. Pourriez-vous me donner des exemples de collectifs qui, sans pratique, ne nous donneraient pas de performances excellentes? La musique, 10 sur 10 pour votre vision, en effet. Donc, les ensembles de jazz sont un très, très, très bon exemple. Le sport, exactement. Donc, on va improviser, mais pas tant. On va improviser en fonction du point de vue de l'autre, où est-ce qu'il est rendu, qui va nous amener, nous, à agir. Et donc, pour cela, il y a 3 éléments nécessaires pour pouvoir maîtriser l'art du dialogue et de la discussion. Le premier, c'est mettre en suspens nos assumptions. Et Peter Senge nous dit, mais littéralement en suspens devant nous. Donc, essayez de visualiser nos assumptions pour les garder de côté, pour s'assurer que l'on écoute celles des autres. Le deuxième, c'est de briser le concept de hiérarchie, donc de se voir vraiment d'égal à égal dans les réunions d'équipe, s'assurer que tout le monde a son mot, que tout le monde a la chance de pouvoir parler. Et le troisième, c'est de mettre en place un facilitateur expérimenté. Et pourquoi? Parce qu'il nous explique qu'en l'absence de facilitateur expérimenté, les équipes vont avoir toujours tendance à revenir à la discussion versus à rester dans le dialogue. Et plus les équipes vont pratiquer à l'aide de ce facilitateur, moins il sera nécessaire. Et plus il pourra à ce moment-là devenir un collègue à part entière dans l'équipe. Les éléments clés, donc, on a bien compris que la performance, c'est de l'excellence individuelle, mais aussi de la pratique d'équipe. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus challengeant et beaucoup plus complexe d'être performant en équipe qu'individuellement. Ça va permettre de développer la capacité à créer les résultats souhaités. Et donc, il est important d'arriver à comprendre l'essence même du dialogue et à le maîtriser. Les frais organisationnels, sans grande surprise encore, le manque de psychologie, de sécurité psychologique, et les structures fortement hiérarchisées. Voilà pour ma part à moi. Je vais céder la place à mon collègue Mathieu qui va vous présenter les 2 dernières disciplines. Mathieu, à toi. Merci, oui. Attends, tu permets? Mathieu, vas-y. Je peux? Oui. Merci, Muriel. Bravo, en fait. C'est prendre crédit. Quatrième discipline, je prends le relais, vision partagée. Lorsque John F. Kennedy a promis, en fait, que les États-Unis enverraient un humain fouler le sol de la Lune, l'idée semblait complètement ridicule au départ. Pourquoi? C'était en 1961 qu'a fait cette promesse-là. Et à ce moment-là, les seules fusées qui avaient atteint la Lune n'étaient ni équipées d'humains ou de personnes à bord et s'étaient écrasées sur la Lune. Mais c'est avéré, en fait, que le plan de John F. Kennedy, ce n'était pas si farfelu que ça, parce qu'on a appris, on le sait tous, en 1969, Neil Armstrong a foulé le sol de la Lune et en est revenu sain et sauf. Le plan de Kennedy, en fait, a fonctionné principalement parce que d'innombrables scientifiques et d'innombrables entrepreneurs ont partagé sa vision, s'y sont consacrés, se sont donnés à fond. En fait, l'idée clé derrière la vision partagée de Peter Senge, c'est que les organisations apprenantes sont alimentées par une vision commune, alimentée, énergie. Je reviens là-dessus. Aujourd'hui, toutes les organisations, en fait, dans mon speech, ça dit que toutes les organisations ont une vision partagée, ont une déclaration de vision. Puis Muriel, hier, quand on pratiquait, elle me disait « Ouf, je ne suis pas sûr que c'est la réalité. » Mais beaucoup d'entreprises ont une vision. Mais ce n'est pas parce qu'elle est sur le site web ou elle est dans une note des ressources humaines ou prononcée dans un discours de PDG qu'elle est partagée. Une vision partagée, en fait, on ne peut pas forcer une vision à des employés. Il faut que les employés l'apprennent, s'y adhèrent, se sentent fédérés. Prenez des exemples, en fait. Peter Senge nous parle d'entreprises qui sont prospères. On revient des années 90. Mais malgré qu'Apple, ça va assez bien quand même. Il se pose la question, il dit qu'est-ce qui fait que ces entreprises-là sont si exceptionnelles à certains points de vue? Une des particularités, c'est que leur vision est partagée et beaucoup d'employés, en fait, se sentent
attirés par cette vision-là. On pense à Apple qui était de créer des ordinateurs faciles et agréables à utiliser, que Ford c'était de fabriquer des voitures que tous les Américains pouvaient se permettre d'acquérir. Qu'est-ce qui fait que ces visions sont si puissantes? C'est qu'elles sont positives, elles sont ambitieuses. Et en fait, elles n'ont aucun lien avec gagner de l'argent ou de battre la concurrence. Un des points bien importants que Peter nous mentionne dans les organisations apprenantes, il faut partager une vision, il faut avoir une vision partagée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne de l'énergie et surtout de la résilience aux employés. On a tous des employés, on a tous des hauts et des bas. Il y a des déceptions dans les entreprises, il y a des échecs temporaires. Qu'est-ce qui nous aide à passer à travers et à continuer? C'est souvent cette vision-là, cette fédération-là à la vision de l'entreprise, à qu'est-ce qu'elle sert et son impact. En fait, si on crée des produits qui ont un impact dans la vie des gens, ça aide à passer à travers, à créer cette résilience. Je reviens en fait sur un mot particulier de cette discipline, c'est pas vision, mais c'est partager. Donc, Peter nous documente en fait dans son œuvre ce qu'il a vu puis ce qu'il a, des différentes manières en fait que les entreprises ont de produire des visions et encourage en fait les organisations à aller ou à atteindre le niveau un petit peu plus collectif. Vous allez voir, je présente ça de manière de plus en plus haut. Le traditionnel, on impose. Allez lire sur notre site web, la vision de l'organisation est là. On impose la vision. Mais il y a un niveau un petit peu plus intéressant au collectif, c'est de vendre la vision, d'essayer de rallier ou d'enrôler, disant je vais essayer de vous convaincre que la vision de cette organisation, c'est la bonne que j'ai définie pour cette organisation. Un autre, c'est de mettre à l'essai ou tester, d'essayer de voir en petits groupes, dire si on s'en allait là, si c'était ça, cette vision-là, essayer de tester différents groupes, voir les réactions, est-ce que ça semble créer de l'engagement ou du rejet de ces propositions de vision-là. Il y a d'autres organisations qui vont un petit peu plus, qui vont dire, bien, le dirigeant va aller demander de venir travailler avec eux, avec lui ou l'équipe directive pour créer, pas créer, mais s'imbiber ou se faire inspirer par les visions que les gens pourraient faire pour affiner sa propre vision de l'entreprise. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup qui font ça encore, mais de permettre la co-création. C'est vraiment d'essayer de chercher le côté créatif des gens, puis d'aller faire que l'ensemble des visions, on en a parlé dans la maîtrise personnelle, si l'ensemble des gens ont une vision personnelle, qu'est-ce qu'on peut en faire de l'ensemble de ces visions personnelles-là pour en faire une vision d'entreprise? Ça devient vraiment une vision collective et la vision personnelle du dirigeant fait partie en fait de ce collectif de vision-là pour en créer une collective. Donc, on en encourage fortement à travailler, à trouver des moyens que les gens se sentent interpellés pour créer de la résilience. C'est la clé de l'énergie, on en a parlé, doit être partagée, non imposée. Et c'est difficile là, mais d'en faire quelque chose de positif, ambitieux, pas lié à l'argent ni à la concurrence. Les frais organisationnels, on a des objectifs annuels qui sont liés à l'argent, donc on semble que le seul drive de travailler cette année, c'est d'atteindre les objectifs pécuniaires. Ça peut être un frais organisationnel. Puis la simple documentation, les gens disent « Ah, on en a une vision ». Est écrite dans le document de l'employé ou dans le guide de l'employé ou sur le site web. Non, c'est vraiment de continuellement travailler. Puis quand il y a de nouveaux employés, mais c'est s'assurer qu'eux aussi la partagent ou la comprennent et se sentent interpellés par cette vision. La fameuse 5e discipline, celle qui a donné le titre au livre. Vous avez vu dans l'infographie qu'on a fait créer, c'est par exprès, on a 4 carrés, mais il y a comme un petit wiggly de graphique qui est au centre, qui semble toucher les 4 cases. En fait, cette 5e discipline, c'est une discipline qui va venir aider, en fait, elle est plus globale, elle vient aider les 4 premières disciplines. Ça vient donner des outils à bien être capable de les appliquer ou de les pratiquer. C'est la fameuse pensée systémique. Dans le livre, Peter Senge nous partage une expérience personnelle assez troublante. Il a été témoin d'un accident tragique au cours de sa vie. Un homme descendait une rivière dans une barque. La barque s'est renversée.
l'homme a combattu furieusement les flots et, sous les yeux de Peter Senge, est mort d'hypothermie. Dès qu'il a arrêté de se débattre, le courant l'a amené doucement sur le bord de la rive, pas loin. Puis Peter Senge s'est rendu compte que le pauvre homme, il suffisait en fait qu'il arrête de se débattre. Le courant l'a apporté en lieu sûr sur le bord de la rive. Puis ça lui a fait ouvrir les yeux sur, dans une organisation, dans un complexe, dans quelque chose de complexe, si on n'a pas une compréhension des forces puis des courants globaux, ben on ne survivra pas. Donc, c'est de comprendre l'ensemble ou l'écosystème qui permet aux organisations, en fait, de survivre. Et puis, en fait, de cette expérience-là, il en a appris, il en a fait une leçon organisationnelle. La caractéristique, c'est une des conclusions, en fait, de la pensée systémique, c'est la plus importante caractéristique pour être capable, en fait, de penser de manière systémique. La caractéristique la plus importante dans l'organisation, c'est de penser de manière systémique. Je me corrige. Un exemple, prenez une organisation qui a grosso modo 4 départements, la fabrication, les ventes, le marketing, la recherche. Dans chaque division, le directeur est compétent et comprend qu'est-ce qui se passe dans son département. Son département va bien, mais qu'est-ce qui arrive dans une organisation si chaque directeur ou chaque département n'a aucune idée de l'influence que son travail fait sur l'autre département? Si chacun reste en silo, c'est l'idée, en fait, c'est l'observation que Peter s'est rendu compte, c'est qu'on n'arrivera jamais, en fait, à travailler ou à chercher et à régler dans une organisation les problèmes sous-jacents profonds si on n'est pas conscient de l'impact qu'on a sur le restant de l'organisation et du système complexe. La théorie des systèmes nous parle ou nous apprend à comprendre le système de cause et d'effet. On pense tous comprendre c'est quoi la cause et l'effet. A est la cause de B, qui est la cause de C. Mais la plupart des gens voient la cause à effet de manière très linéaire, quand la plupart du temps, ils s'influencent. La plupart des événements ou des sources d'action dans une entreprise. Et en fait, la pensée systémique ou la discipline de la pensée systémique, c'est de voir les choses de manière plus circulaire. Puis là, Senge parle de boucles de rétroaction cyclique. C'est quoi des boucles de rétroaction cyclique? Je fais un petit exemple de pensée, une expérimentation de pensée. Vous avez soif un matin, vous allez à la cuisine, vous prenez un verre d'eau, vous ouvrez le robinet, vous remplissez un verre d'eau, vous buvez le verre d'eau, vous n'avez plus soif. On pourrait penser ou voir le tout comme un effet de cause à effet. J'avais soif, je me suis rempli un verre d'eau, je n'ai plus soif. Mais si on regarde, en fait, plus en détail, qu'est-ce qui s'est passé, c'est un système beaucoup plus complexe de variables qui ont influencé mes actions. En fait, dans ma tête, j'avais un niveau d'eau désiré au début. Quand j'ai pris mon verre, j'ai dit, je pense que je veux le remplir à ce niveau-là. J'ai ouvert la champlure ou le robinet à un certain niveau. J'ai vu le flot de l'eau qui coulait dans mon verre d'eau. Et ça a influencé le niveau d'eau rempli dans mon verre. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre mon niveau d'eau désiré et le niveau d'eau dans le verre? Et j'ai recontinué à ajuster l'ouverture du robinet, qui a ajusté le flot. Vous comprenez un peu l'idée. Donc, si on reproduisait un peu ce système-là, en fait, ou avoir une pensée systémique de ce qui s'est passé, on pourrait en faire un graphe ou une imagerie comme suit. Et on peut regarder, en fait, ce graphe-là d'un peu partout. Les flèches indiquent un peu qu'est-ce qui influence sur quoi. Puis là, on se rend compte, en fait, que c'est un effet circulaire. Il y a un système, il pourrait y avoir une pensée systémique qui s'est produite, en fait, pendant que je remplissais mon verre d'eau. C'est, en fait, là, je viens de vous résumer un gros paragraphe sur la pensée systémique. C'est beaucoup plus pas plus complexe, mais il y a beaucoup de pratiques pour arriver à voir ça, mais c'est un peu l'idée derrière la pensée systémique, c'est que vous, quand vous êtes dans des organisations, essayez de voir pas juste un incident isolé à cause d'une cause, mais de voir qu'est-ce qui a influencé quoi. C'est d'être capable de prendre des lunettes, puis de voir dans une organisation qu'il se passe plein de choses, puis que ça s'influence, puis c'est rarement linéaire, mais très souvent circulaire. Finalement, la pensée
systémique est vital et essentiel dans une entreprise. Ça permet aux dirigeants de comprendre les actions, les comportements. Ça aussi permet de creuser puis de trouver les sources de problèmes profonds dans une organisation. Et il y a une phrase qui m'a vraiment marqué dans cette discipline, c'est, Peter nous dit, « La plupart des solutions du passé sont la source des problèmes actuels. » Je répète, les solutions du passé sont souvent la source des problèmes actuels. Je vous laisse là-dessus. Passé systémique, c'est un écosystème complexe de forces de réaction. Il faut voir l'ensemble comme des boucles cycliques de rétroaction. Attention à le focuser sur des événements isolés, pensant que c'est juste une raison qui a fait que c'est arrivé. Et l'équipe de direction peu cohésive. On a besoin généralement de voir les différents départements puis voir qu'est-ce qui influence quoi pour comprendre l'ensemble systémique de notre organisation, de notre système complexe. Voilà donc, j'ai vu, ça m'a dit 5 minutes en arrière, donc je vais laisser peut-être du moment pour parler ou poser des questions. Les 5 valeurs, pas valeurs, mais disciplines de l'organisation apprenante. Je vous encourage à continuer l'exploration. En fait, c'était l'idée un peu de vous donner le goût d'apprendre sur les organisations apprenantes. Qu'est-ce qu'on fait pour en apprendre plus? Je vous encourage fortement à lire ce livre, la 5e discipline, l'édition de 2006, a plus de 150 pages. C'est 16 ans après la première publication. Il y a énormément de partages, d'expérimentation qui a été rajouté dans ce livre. Merci Muriel. Et on a parlé beaucoup c'était beaucoup théorique, ce qu'on a montré, puis peut-être dans votre tête, ça s'est dit, c'est cool Mathieu, c'est bien théorique, comment on applique ça concrètement? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais pour pratiquer ces disciplines-là? J'ai 538 pages de réponses à vous donner, merci Muriel. Ce livre de Fifth Discipline Fieldbook, ça a été fait par Sanji et d'autres collaborateurs. Après plusieurs années de pratique, il y a énormément de workshops, d'ateliers, d'outils pour chaque discipline dans différents contextes, différents types d'industries. Je vous encourage aussi à aller lire ou aller sur le site SOL Online, le Society for Organizational Learning, énormément de white papers, de réflexions, plusieurs années d'évolution sur le concept d'organisation apprenante. Je pense qu'on arrive à la fin. Des conférences sur YouTube gratuites sur la pensée systémique de Peter Senge, fabuleux. Encore meilleur, bien meilleur speaker que moi. Vous allez trouver du matériel hallucinant sur le concept. Voilà. Merci beaucoup, en espérant avoir créé l'intérêt. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce qu'on a quelques minutes, 1-2 minutes pour des questions? Tu as 2 minutes. Questions, partage, ce que vous voulez sur le concept d'organisation apprenante ou ce qu'on a parlé ou ce que ça vous a fait penser. À vous. J'en veux au moins une. Oh, on en a ici. Y a-t-il des micros? Soit tu parles bien fort. Oui, dans le fond, c'est peut-être une question, je vous dirais, il n'y a pas de question stupide, là, mais c'est juste de quoi que j'ai accroché, puis je me questionnais, puis je vais avoir votre avis là-dessus. Tantôt, votre collègue, justement, elle a dit, c'est important d'avoir un bon, ou Peter Senge disait d'avoir un bon facilitateur, dans le fond. Puis, tu sais, j'avais entendu parler, en fait, aussi, j'avais été apporté l'idée, dans le fond, que c'est important, des fois, de passer ce rôle-là, etc. Fait que là, tu sais, j'avais comme 2 trucs qui étaient dans ma tête, se mis en conflit. Puis je me dis, tu sais, pour être expérimenté, ben il faut que tu en aies fait, dans le fond, là. Fait que, tu sais... ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, dans le fond. Fait que je vais voir un peu qu'est-ce que j'allais dire là-dessus, dans le fond. Mathieu, c'est clairement pour toi la question? Non, je plaisante. Non, en fait, oui, vous avez raison. C'est sûr que Peter Senge va donner des principes, d'arriver à être un facilitateur, donc d'être capable d'aller regarder toutes les dynamiques dans une équipe qui va toujours ramener les éléments à la discussion. Ça prend quelqu'un qui va avoir beaucoup d'expérience, pas seulement dans le non-verbal, mais aussi dans les interactions humaines, qui va avoir beaucoup d'expérience sur comment toujours faire diminuer quelquefois les tensions qui vont se trouver au sein de pratiques d'équipe. Donc, parfois, ça peut devenir très, très, très volatile, très haut. La personne va devoir toujours aller ramener cette dynamique beaucoup plus basse. Oui, il faut quelqu'un, je vais prêcher pour ma paroisse, souvent les RH sont de très bons débuts, mais pas uniquement, peut-être des coachs agiles aussi également.
des Scrum Masters, s'ils sont formés pas uniquement au TI, mais qu'ils ont eu des formations supplémentaires dans les interactions individuelles aussi. Tout ce qui est psychologie au travail, fait que oui, ça prend énormément de compétences, donc je comprends la problématique de conflit et je me la suis moi-même posée. Moi-même, est-ce qu'aujourd'hui, je serais capable d'être facilitatrice dans une équipe où il peut y avoir des enjeux de stratégie? Je serais frileuse à prendre ce rôle-là aujourd'hui. Fait que c'est pas simple. Merci. Oui, en fait, c'est beaucoup de... Oui, exactement. Communication non violente. Il y a plein de formations sur les dynamiques d'équipe et les dynamiques humaines. Ça peut aussi être les gens qui ont de l'expérience à travailler en équipe et qui ont accumulé. Je pense que pour la réponse, je ne pense pas qu'on devient facilitateur en sortant de l'université. Je pense qu'il y a une certaine expérience acquise ou une expérience. Expertise. Et aujourd'hui, 30 et quelques années plus tard, on a la chance d'avoir plus de ressources qu'il y en avait à l'époque aussi. Donc, plus de formation, on parlait de communication non violente. Donc, oui, voilà. Pour une question, c'est pointé vers, je ne sais pas. Ici. Ah, OK. Salut. Oui, pour faire suite à la question qui a été posée, je me demandais si vous avez des techniques de communication recommandées. Il y a l'écoute active, le recadrage cognitif. Est-ce que vous avez des choses semblables à ça à recommander ou à apprendre des gestionnaires ou des Scrum Masters? Ben, en fait, on a parlé de communication non violente, on en a parlé. On en a, mais on a des services, enfin, je ne sais pas, on nous a dit qu'on ne pouvait pas trop faire part de certains services qu'on offrait. Là, vous nous mettez en conflit, c'est pas gentil, là. On offre des formations, entre autres, là-dessus, mais on n'est pas ici pour vendre nos services, mais il y en a plusieurs. Ouais, il y a quand même, notamment, tout ce qui est autour de la communication et des interactions individuelles. Il y a énormément de firmes, et je reviens au RH, mais c'est vrai, c'est souvent eux qui vont être le terreau pour ces cours-là. Donc, vous allez trouver énormément de firmes très, très spécialisées là-dedans. Éventuellement, même moi, je peux vous en recommander qui ne travaillent pas avec nous. Je ne prends pas de pourcentage, rien, mais je connais de très, très bons collègues, oui, qui pourraient aider pour ceux qui sont intéressés. Une dernière question. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais des chiffres. À Québec, est-ce que vous avez une idée de combien d'organisations sont dans cette démarche? Non, j'ai aucune idée. Et autre chiffre, est-ce qu'il y a des mesures des impacts de la mise en place de ces disciplines-là sur, je ne sais pas, les résultats des entreprises? Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été faites? Peter fait référence dans ses études puis dans ses pratiques, en fait. On pourrait retrouver, je m'en rappelle pas. Et dans ses conférences aussi. Oui, il donne des chiffres dans ses conférences. Dans le livre de Fieldbook aussi, on parle de mesures, mais c'est plus sur des pratiques plus précises au niveau des disciplines. Je ne me rappelle pas qu'il y avait un cadre pour dire voici votre niveau, votre mesure d'organisation apprenante. Mais au niveau des chiffres et des impacts sur les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais je sais que ça se trouve dans les conférences de Peter Stanchi. Puis on va être très honnête, on n'a même pas fait la recherche. Hein. Donc, voilà. Mais c'est un bon point. C'est un bon point, voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre participation.